semble s'installer de plus en plus, donc je pense que je peux commencer. Donc, je me présente, je m'appelle Alexis Saint-Maurice, je suis responsable à la mobilisation et au financement auprès des Oui-Québec. Le Oui-Québec, si vous ne savez pas, on est qui? On est un organisme non partisan qui fait la promotion de l'indépendance du Québec. Vous êtes dans ce magnifique lieu qui vient d'ouvrir il y a à peine quelques jours. On a fait notre lancement vendredi passé. Si vous y étiez, vous avez fait l'histoire, donc félicitations. Sinon, on va être ouvert, bien évidemment, très régulièrement à partir depuis les derniers jours, dans le fond. Petite mise en contexte de pourquoi on est ici ce soir. Vous avez peut-être vu dans les derniers mois tous les allers-retours qui se sont faits sur la question de la souveraineté culturelle et plus précisément de la question de Live Nation multinationale qui possède à 49 le promoteur montréalais Evenco. Dans le fond, Radio-Canada a fait un reportage enquête qui a dévoilé, dans le fond, le monopole de cette multinationale américaine, dans le fond, sur ce promoteur montréalais qui est quand même assez important pour la scène culturelle montréalaise. Puis, on a vu, disons, que ça a créé une polémique parce que ça a permis de mettre en lumière, disons, plusieurs dynamiques de monopole, principalement sur l'organisation des concerts, sur la gestion des salles, la production des grands festivals à Montréal, comme Osheaga, l'Île Sonic, l'Assaut, par exemple. Aussi, tout ce monopole sur la question des artistes qui vont en salle. Les artistes, comme on a pu voir, 88 des artistes produits par Evenco étaient en langue anglaise, tandis que en langue française, on était à seulement 8 comme on a pu voir dans le reportage. On a pu aussi voir que des événements produits par Live Nation, par le biais d'Evenco, pouvaient recevoir des subventions gouvernementales qui, si je me souviens bien, se situent à 15 millions entre 2022 et 2024, si je me souviens bien, des chiffres qu'il y avait dans le reportage. Plus, Et peut-être beaucoup plus, comme on pourra en discuter. Donc, merci d'être présent ici. Je ne suis pas Patrick Kearney, il faut quand même le préciser. Et je vais aussi, j'allais divulgacher aussi ce changement de programmation sous peu. Donc, en effet, si vous étiez venu pour M. Kearney et que vous connaissez son visage, vous êtes dans le désarroi le plus total parce que, comme vous le voyez, ce n'est pas M. Kearney, c'est M. Philippe-Antoine Lupien, Bonjour. Qui est présent ici. Dans le fond, M. Kearney, malheureusement, m'a écrit aujourd'hui même pour dire qu'il était très malade et que ce n'était pas possible d'être en sa compagnie pour cette discussion. Et aussi, comme vous aviez pu voir, j'étais supposé d'être accompagné de ma collègue au Oui-Québec, Sonali, qui, elle aussi, est malade. Donc, bon, c'est la saison, donc on va faire comme ça. Puis, je vais te présenter. Pour te présenter, je vais être obligé de lire mot par mot. Ben, je peux me présenter moi-même aussi. Et c'est tellement plus intéressant, donc je vais absolument rien dire, puis je vais te laisser te présenter, puis on pourra commencer la discussion comme ça. Je suis très content d'être ici au Club Pays. Je suis... officiellement, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal, à l'École des médias. Et quand on m'a demandé de venir remplacer à pied levé Patrick Kearney, je fais comme... Je ne suis pas Patrick Kearney, mais le sujet m'intéresse en tabarouette. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe avec Live Nation. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe avec notre culture. Je travaille d'ailleurs avec Patrick Kearney et plein d'autres personnes au sein d'un observatoire qu'on a créé l'automne dernier sur la culture indépendante et les festivals artistiques. Donc, on mène des projets de recherche. On va sûrement avoir des pistes de réflexion à amener avec les questions que tu vas nous proposer, Alexis. Donc, je suis prof, je m'intéresse à la culture et j'ai été membre des Oui-Québec, très actif il y a j'ai arrêté il y a 5 ans, je pense à peu près. J'ai même fait partie de ceux qui ont fondé les Oui-Québec à l'époque où c'était le nouveau mouvement pour le Québec. En tout cas, c'était toute une aventure et ça me fait très plaisir d'être ici puis venir parler avec vous. Puis j'espère que vous aurez des questions puis qu'on discutera plus que juste nous deux, mais oui, c'est un sujet qui est passionnant. Parfait. Est-ce que ça fait une belle présentation? Ça fait une meilleure présentation que qu'est-ce que j'allais faire en ayant mes yeux sur la feuille, en lisant mot par mot. Donc, merci. On peut rentrer directement dans la grille d'entretien. Donc là, dans la
disons, le contexte que j'ai donné, bon, j'ai expliqué tout ce qui touche au festival, un peu ces subventions qui sont prises de la part de Live Nation. Moi, je suis curieux de savoir, par rapport à ce que toi tu sais, comment les festivals indépendants ils se positionnent par rapport à ça? Comment ils perçoivent l'équité ou l'inégalité que ça crée sur le terrain des festivals indépendants, justement, sur la question de la répartition des fonds publics? Comment ils se positionnent là-dessus? Eh bien, avant de plonger là-dedans, on va juste faire un espèce de Live Nation 101. Essayer de comprendre d'où part cette entreprise-là, c'est qui, c'est quoi. Live Nation, c'est une compagnie qui a commencé en Californie dans les années 80, début des années 90, qui faisait de la promotion d'événements. Ils ont acheté des business, ils ont grossi progressivement dans les années 90, ils sont devenus un très gros promoteur d'événements aux États-Unis. Et en 2010, c'est là où tout le nerf de la guerre part, c'est le moment où Live Nation et Ticketmaster fusionnent. C'est-à-dire que ces deux, Ticketmaster qui était devenu déjà en 2010 un énorme vendeur et revendeur de billets, et de l'autre côté, tu as Live Nation qui est un promoteur d'événements, qui est aussi donc promoteur d'artistes. Hein? Madonna, Bad Bunny sont signés chez Live Nation. Donc, des énormes artistes. Donc, quand tu es promoteur d'artistes, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu veux que ces artistes-là jouent. En tant que promoteur d'événements, ben, tu organises des spectacles dans lesquels tes artistes vont jouer. Et en tant que, par-dessus à ça, ils sont aussi promoteurs, exploitants de salles de spectacle partout dans le monde maintenant. Et donc, qu'est-ce que tu veux? Ben, tu dis, ben, tant qu'à aller jouer quelque part, on va jouer dans nos salles de spectacle. Donc, ton artiste, ton show, ta salle de spectacle et ta billetterie qui vend les billets pour tout ça. C'est ce qu'on appelle une chaîne de valeur très intégrée en économie, hein? C'est-à-dire que tu contrôles toutes les étapes de la production. Et donc, cette entreprise-là, qui a grossi. D'ailleurs, ils sont présentement en procès aux États-Unis pour essayer de dire que c'est un monopole, en fait, qu'ils occupent un monopole. Cette entreprise-là est devenue très grosse. Elle est présidée par un Canadien, Michael Rapino, qui est un gars qui a fait de la promotion d'événements, qui s'est investi dans une entreprise qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. Et Live Nation, ce qui est intéressant, puis on reviendra un peu là-dessus, c'est qu'elle appartient, donc c'est une grosse business, à qui elle appartient, ce business-là? Elle appartient à 3 principales entreprises. Principalement, une entreprise que les amateurs de Formule 1 connaissent très bien, Liberty Media, qui est essentiellement le promoteur de toute la F1 et qui possède aussi Live Nation. C'est principalement ces 2 éléments-là. Et ils sont aussi la possession de 2 groupes d'investissement. BlackRock, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent bien leur économie internationale, mais BlackRock, c'est un énorme fonds d'investissement qui est, à mon avis, un peu terrifiant. Et Vanguard Group, excusez mon anglais, qui est aussi terrifiant que ces entreprises. Fait que c'est vraiment le cœur du capitalisme là, mondialisé. Et donc, quand tu es un petit festival à Baie-Saint-Paul, à Rouyn-Noranda, à Tadoussac ou au Saguenay, qu'est-ce que tu veux faire contre ce genre de grosse business-là? Au Québec, Live Nation est arrivé dans le décor quand ils ont, comme tu le disais, pris une part de, appelons ça Evenco, mais j'irais même plus large, c'est quasiment le groupe CH au complet, sauf le Canadien de Montréal. C'est-à-dire que le groupe CH, c'est quoi? C'est une entreprise qui appartient maintenant au Molson depuis longtemps. Bon, c'est le Centre Bell, d'abord et avant tout, dans lequel joue le Canadien de Montréal, mais dans lequel il y a aussi tous les spectacles qui sont produits par Evenco. Evenco possède aussi des festivals. Donc, tu les as nommés, il y a l'Asso Montréal, il y a Oshéaga, bon, il possède Métro, il avait racheté des festivals d'Olivier Primo, tout ça. Grosse business de festivals, c'est les plus gros festivals, en fait, à Montréal. Il possède le Centre Bell, il possède la Place Bell, il possède le Théâtre Beanfield, il possède le MTELUS, il possède donc parmi les plus grosses salles de Montréal. Et à travers Live Nation, maintenant, ben, ils ont tout un réseau d'artistes qui peuvent venir jouer dans leur salle, venir jouer là-dedans. Et donc, ils possèdent le Canadien à 49 %. Pourquoi 49 %? Ben, parce qu'à 51 % il deviendrait majoritaire et donc l'entreprise ne serait plus canadienne, elle deviendrait américaine et donc il ne pourrait plus bénéficier des subventions. Le groupe CH a aussi acheté dans les dernières années Spectra, qui est producteur du Festival de jazz et des Franco. Il avait acheté le Festival Juste pour rire avant de le revendre maintenant à ceux qui étaient à Québec, Bleu Feu, qui ont racheté. Et ils ont racheté des festivals à gauche, à droite, tout ça. Donc, ils ont
des lieux de diffusion. Donc, un festival, c'est quoi? C'est un espace de diffusion où tu vas diffuser de la culture. Il y en a énormément. Et là ça pose un enjeu majeur parce que ces festivals-là, des festivals historiques comme le festival de jazz, les Franco, c'est des festivals qui bénéficient historiquement de subventions assez importantes du gouvernement, autant au Canada qu'au Québec, mais aussi des municipalités, pour essentiellement amener la culture au monde. C'est quoi un festival? C'est un espace où tu amènes la culture dans la rue, le plus possible gratuitement pour que les gens puissent en profiter, découvrir la culture, pour avoir de la démocratisation culturelle, permettre à des gens qui n'ont pas les moyens d'aller voir des spectacles, d'aller voir des spectacles. Et donc, on leur donne de l'argent pour ça, mais eux, ils prennent cet argent-là et ils se le remettent dans les poches à travers une tactique qui a été développée au début des années 80, très simple, qui a été développée par les gens de Spectra, Alain Simard à l'époque, ou Gilbert Rozon, l'homme dont on ne nomme plus le nom ou presque. Là. Mais c'est des gens très brillants en termes business. C'est qu'eux, ils ont fait, on va créer un festival. Un festival, c'est un OBNL. C'est un organisme à but non lucratif, comme ici, là, que le pays. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de profit. Mais on va faire une petite gamique. On va se créer une business de gestion qui, elle, va être incorporée. Fait que toutes les subventions qu'on reçoit du gouvernement, on les prend, puis on donne des contrats à notre entreprise de gestion pour les ressources humaines, pour la comptabilité, pour tout ça. Puis eux, ils chargent le gros prix. Donc, la subvention, elle passe à travers l'OBNL, puis elle s'en va dans les poches du président d'entreprise qui fait de l'argent. Puis après ça, tous les billets, toutes les ventes, ça rentre dans les entreprises incorporées. Donc, c'est une espèce de façon de faire qui a permis au festival de grossir tranquillement. Ça a permis de devenir des grosses machines qui attirent énormément de tourisme. D'ailleurs, les festivals, la majorité de l'argent ne vient pas de la culture. Ça vient du tourisme, parce que ce sont des machines à touristes, des machines à attirer des gens à Montréal, dans les régions. Puis on le voit, hein, le festif de Baie-Saint-Paul, ça attire 50 000 personnes pendant un week-end à Baie-Saint-Paul. C'est une machine à touristes. C'est très important pour la région. Ça devient même un problème à un certain moment où on n'est plus capable d'accueillir tout le public qui veut venir au festival. Mais ça, on pourra en reparler. Et donc, tout ça pour dire que quand tu es un petit festival indépendant, que tu travailles avec des bénévoles, des bouts de ficelle, beaucoup de passion, beaucoup de courage, bien, de se retrouver devant une grosse machine comme ça qui va chercher beaucoup d'argent parce que historiquement, ils sont financés. Puis en plus, ils ont des contrats secrets, des contrats qui ne sont pas divulgués avec les agences de tourisme, avec les ministères du développement économique aussi, parce que ça fait du développement, c'est de la business, ces gros festivals-là. Donc, ça fait en sorte que quand tu es un petit festival, tu as l'impression que, hey, nous autres, on a de la misère à vivre, on a de la misère à survivre, puis ces grosses business-là, ils font des millions de dollars de profit. C'est un peu injuste. Puis on n'est pas face un peu à une sorte d'hypocrisie. Tu sais, on a vu dans les dernières années, il y avait beaucoup de manifestations pour les arts là, avec la GEMAC, là, dont les Oui-Québec étaient présents aussi sur le terrain en solidarité. Là. Il n'y a pas une sorte d'hypocrisie où on a nos gouvernements qui... ça, c'est pas là, je relance sans ça, là, finalement, là, mais il n'y a pas une hypocrisie comme quoi on a un gouvernement qui est pas en mesure de donner, disons, des sommes adéquates pour le milieu des arts, mais qui en même temps sans gêne, sans pas avoir de réels problèmes à donner des millions et des millions carrément à une multinationale américaine qui ne s'intéresse pas nécessairement à la vitalité de la création locale. Hey, on s'en fout de la création locale. C'est pas la même poche. Si je te donne de l'argent de la culture, oui, fais de la promotion locale. Non, c'est le tourisme et c'est la business qui paye pour ces événements-là. Prenons l'exemple de l'événement, de tous les événements. Patrick Kearney et moi, avec l'Observatoire, ont été inscrits dans le Refrain. Le Refrain, c'est quoi? C'est le regroupement des festivals artistiques régionaux indépendants. Donc, tous les mots sont là, c'est-à-dire c'est des petits festivals à travers le Québec qui, au courant de la pandémie, ont fait comme « Hey, ça va être tough », parce qu'on ne peut pas faire des shows comme on en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se regroupe. C'est la première solution. On se parle, on trouve des solutions, on réfléchit entre nous à nos problèmes, puis on essaie. Donc, ils ont fait le Refrain. Le Refrain, c'est le pendant, en fait, c'est l'équivalent, mais avec beaucoup plus de petits festivals, bien, beaucoup moins riches, de ce qu'on appelle à Montréal le REMI, le regroupement des événements majeurs internationaux, dans lequel il y a Mural, le festival de jazz, les Franco, Juste pour rire, tout ça. Et il y a le Grand Prix, le Grand Prix de Formule 1, j'en parlais tantôt, le Grand Prix de Formule 1, c'est un des événements qui attire le plus de touristes au Canada. C'est une machine à cash. Puis on le sait, les parties qui se font dans des gros lofts avec des chars de luxe puis du Dom Pérignon qui jettent par la fenêtre, il y a beaucoup d'argent qui passe à travers ça. Et donc,
c'est le ministère du Développement économique, c'est le ministère du Tourisme qui donne de l'argent à ces événements-là. Donc, ça, ils bénéficient de ça. Quand tu es un festival à Marsouilles, je ne sais pas si vous savez où est Marsouilles, hein, c'est un petit festival, il y a un super festival de danse là-bas. Bien, quand tu es à Marsouilles, là, ben, t'en tires pas tant que ça des touristes. Fait qu'au volume, c'est sûr que tu as l'air pic-pic un peu, là, tu sais. Donc, comment tu réussis à tirer ton épingle du jeu là-dedans? Mais je pense que je me suis éloigné un peu de ta question avec... Non, mais non, mais c'est bon, je riais avec ma copine parce qu'on va dormir une journée à Marsouilles dans nos vacances en juillet. Fait que Marsouilles, c'est cool. Allez-y. Ben, pour poursuivre là-dessus, on a parlé de la vitalité de la scène locale. Qu'est-ce que ça dit aussi sur la question de la vitalité de la langue française, surtout à Montréal, dans le sens où, comme j'ai mentionné, au regard du pourcentage des artistes qui sont promus dans le cadre de la programmation d'Evenco, qui est possédée à 49% par Live Nation, ben on s'aperçoit que c'est minime, encore une fois, pour la question de la langue française, puis des artistes de langue française. Donc, c'est quoi l'impact qu'on pourrait estimer, justement, sur la santé, justement, la question de la langue française, mais aussi de la scène locale rendue là? Le fait que Live Nation soit aussi intégré, comme on le disait tantôt, qui contrôle toute la chaîne de valeur, ça fait en sorte que les artistes les plus hot de l'heure, ben, ils vont aller dans leur salle à eux. Donc, ils vont aller dans les salles d'Evenco, Groupe CH, tout ça. Puis, une salle comme, je sais pas, l'Olympia, qui est une salle indépendante, eux autres, ils ont peu de chances de voir ces artistes-là. Donc, ça fait en sorte que des artistes qui amènent du public, beaucoup, parce qu'on s'entend, là, si on regarde les chiffres là, de vente des spectacles au Québec, là, c'est surtout les artistes anglophones qui attirent du monde et de l'argent. Mais si on regarde la quantité de spectacles, c'est pas si gros que ça, en fait. C'est vraiment parce qu'il attire des énormes salles, il attire énormément d'argent, donc il se démarque beaucoup. Mais, donc, une salle qui n'a pas des gros artistes, bien, à un moment donné, elle a besoin de faire ses frais, elle a besoin de faire de l'argent. Donc, est-ce qu'elle peut juste vivre en ayant des artistes québécois? Ça peut être difficile à faire sur l'année au complet. Donc, déjà là, Evenco Live Nation, ils enlèvent des artistes potentiels à des salles qui pourraient en avoir besoin. De l'autre côté, bien, ils ont leurs salles à eux dans lesquelles ils mettent leurs artistes, puis eux, ils ont tous les chiffres là, de Ticketmaster. C'est une machine à données, là, c'est une machine à data, ça aussi. Là. Donc, ils savent exactement qui a envie, puis ils sont clairement capables de se brancher sur des sites, puis de comprendre un peu c'est quoi les artistes qui sont hot ces temps-ci. Puis ils vont les amener dans leur réseau, dans tout ça, ce qui fait en sorte que ça, encore là, bien, ça donne une prédominance aux artistes anglophones. Parce que, veut pas, c'est ça qui pogne, c'est ça que les gens veulent voir. Puis nous, faire de la promotion de la culture locale, la culture québécoise, la culture francophone, si ça rapporte pas une scène, pourquoi on ferait ça? C'est pas ça la business, c'est une business. Puis d'ailleurs, il y a un procès présentement aux États-Unis contre Live Nation, justement, sur l'enjeu du monopole. Puis hier, il y avait des extraits de discussions entre les employés de Live Nation qui ont été présentés en preuve. Puis tu entends les deux personnes, là, tu sais, c'est comme... Ouais, pour vrai, les gens sont tellement cons de payer les prix qu'on leur fait payer pour les billets sur Ticketmaster, tu sais, qu'ils méritent de payer cher parce qu'ils sont vraiment cons. Fait qu'ils ont ce respect-là de leurs clients. Eux autres, c'est juste une machine à cash. Ça sert à rien. Donc, pour des petits artistes, déjà, d'avoir accès à des salles de grande envergure, c'est difficile. Parce que le MTLUS, on s'entend, c'est une grande salle. Le Centre Bell, on n'en parle même pas. Donc, réussir à avoir accès à ces salles-là, c'est un combat parce qu'il faut que tu réussisses à t'immiscer dans une programmation qui est décidée à l'avance par Evenco Live Nation. Puis en plus, il faut que tu réussisses à faire ton année avec des petites salles. Alors, ça rend ça très compliqué. Ça crée un déséquilibre. Puis plus ils vendent de billets, plus ils ont d'argent, plus ils vont réussir à aller justifier le fait qu'ils ont besoin de subventions pour soutenir tout ça, et ça roule ensemble. Puis, j'avais une question un peu sur, est-ce que c'est les critères de financement qui devraient être revus d'une certaine manière? Mais moi, je suis curieux de t'entendre de manière, au-delà de la question des critères de financement, comment s'articulent en ce moment les revendications des festivals indépendants, de la scène locale? Je dois supposer que ça s'inscrit bel et bien dans la manière de revoir le financement. Mais au-delà de ça, c'est les revendications, comment ils se formulent? La raison pour laquelle on a fondé un observatoire, d'ailleurs, cet automne, c'est justement pour ça. C'est pour se poser la question, sur quelle base est-ce qu'on devrait financer les événements pour essayer, pas d'équilibrer les choses ou de trouver une nouvelle façon.
Présentement, je le disais, c'est le nombre de touristes que tu attires, c'est le volume d'argent que tu vas déplacer avec les employés, les spectacles que tu vas vendre. C'est ça qui va justifier les montants, surtout dans les grosses subventions. Puis après ça, ben, c'est ce qui reste. Puis il y a tellement de festivals. C'est ça aussi, c'est que depuis les années 2000, il y a eu une explosion des festivals, notamment en région, mais aussi à Montréal, ce qui fait en sorte que la part du gâteau est de plus en plus petite. Tu n'as pas plus de gâteau, mais il faut que tout le monde se partage le reste qu'il y a d'argent. Donc ça met beaucoup de pression sur les festivals. Ça fait en sorte qu'on n'a pas tant d'argent. Et rappelle-moi où est-ce qu'on s'en allait avec la question? Tu sais, les revendications, tu sais, il y a une partie, c'est les critères de financement, mais au-delà de ça, si tu as des idées sur... la question qu'on se pose avec l'Observatoire, justement, c'est de se dire qu'est-ce qu'on devrait mettre de l'avant dans la manière dont on calcule, on évalue les subventions. Par exemple, dans les dernières années, les critères EDI sont apparus dans presque toutes les demandes de subvention. Quand tu présentes, alors à l'époque, il y a fait longtemps, on avait commencé avec les critères d'éco-responsabilité. Bon, ça laisse souvent place à du greenwashing, là, on va s'entendre, mais c'est un pas vers d'autres critères. Nous, on arrive de plus en plus avec des idées inspirées notamment de ce qui se fait de plus en plus en France, de ce qu'on va appeler des critères d'évaluation plus sociaux. Par exemple, est-ce qu'on pourrait mettre dans une grille d'évaluation pour donner du financement l'utilisation du territoire ou du patrimoine? De dire, si dans ton festival, tu as mis en valeur un morceau du patrimoine ou un paysage, hein, un paysage, ça fait partie de notre patrimoine naturel, notre patrimoine, bien, tu peux avoir des points de plus. Ou si tu fais juste ça dans une salle de spectacle, ben, OK, moins de points, parce que il y a moins de valeur. Après ça, l'impact social. Je parlais du festif de Baie-Saint-Paul, mais on peut parler de Santa Teresa, il y a énormément de petits festivals qui reposent sur quoi? Sur la communauté. Hein, le festif, tu vas dormir chez les gens t'accueillent, les gens sont bénévoles. Au FME, à Rouen, il y a les gens qui travaillent à la mine, qui font des gros salaires. Bien, ils prennent leurs vacances pour devenir bénévoles au FME. Parce que ça fait partie de la communauté, ça soude la communauté, on accueille les gens chez nous, puis on est fiers d'accueillir les gens. Bien, ça pourrait faire partie de critères qui permettent de dire, on va donner plus d'argent à un festival qui a un meilleur impact social que en comparaison à l'impact touristique ou à l'impact... C'est qu'est-ce qu'on veut? Puis bon, moi, personnellement, l'idée d'amener des touristes pour amener des touristes, oui, ça fait rouler de l'économie, mais après ça, il faut aussi qu'on se pose aux enjeux environnementaux, aux enjeux du tourisme, aux enjeux sociaux avec les Airbnb, tout ce que ça crée. Ça crée une pression, donc il faut aussi réfléchir, est-ce que le tourisme local, le tourisme intérieur est à valoriser aussi, ou est-ce qu'on mise surtout sur le tourisme extérieur? Donc tout ça, c'est des éléments sur lesquels on va travailler, on va réfléchir. Puis qu'est-ce qui nous empêche, disons, comment je pourrais dire, d'imposer ces critères-là qui ont une certaine sensibilité par rapport justement à l'économie locale, par rapport à la question du patrimoine? Qu'est-ce qui nous empêche en ce moment vraiment d'avoir ça imposé dans les indicateurs à cocher? Bien, parce que ce n'est pas la logique qui a primé jusqu'à maintenant. Alors, le défi, ça va être de faire de la représentation politique, d'amener ces idées-là de l'avant, de faire comprendre. C'est ce qu'on essaie de faire notamment avec Patrick Lerefrain et toutes les universités avec qui on travaille sur ce projet d'observatoire-là. Mais en même temps, on ne va pas se bercer d'illusions. Là, c'est l'argent qui mène le monde. Puis au bout du compte, le ministre de la Culture, il n'y a pas tant de pouvoir que ça pour dire... En fait, on peut transformer les programmes, on peut amener des critères qui vont venir équilibrer. Peut-être que tranquillement, on peut amener d'autres façons de voir. Parce qu'en même temps, les ministères, les organismes qui sont chargés de financement sont pas dupes. Ils savent à quel point ces événements-là sont importants puis que le soutien est important. D'ailleurs, le gouvernement du Québec, il ne donne pas juste des subventions aux événements. Hydro-Québec, la SAQ, l'Auto-Québec, c'est les plus grands commanditaires de tous les événements à travers le Québec. C'est des subventions déguisées, c'est des subventions qui passent d'une poche, mais ça reste l'argent de l'État qui s'en va. Donc ça devient des outils majeurs de promotion des événements. Donc, il faut aussi revoir les critères de commandite. Il faut aussi voir qu'est-ce qui fait en sorte que... Parce que c'est un problème aussi pour les festivals. Ils sont tous à la recherche des commanditaires, mais à un moment donné, Desjardins, une fois qu'ils ont commandité, ils ont un budget à dépenser, ça ne peut pas... Puis bon, aller voir des banques, aller voir aussi. Localement, les entreprises investissent aussi. Il y a une limite à ce qu'ils sont capables d'investir. Donc, si on est capable de soutenir avec des institutions publiques comme la SAQ, l'Auto-Québec, Hydro-Québec, bien, on vient donner un plus, enfin, au festival. Et ça aussi, de revoir comment les critères de financement, les critères de commandite, ça devient important aussi. Là, j'aimerais t'amener plus sur la question de la souveraineté culturelle, même territoriale. Mais avant ça,
Puis ça, c'était pas sur la grille, fait que je te pose la question comme ça. Je te prends par surprise. D'accord. Est-ce que tu es en mesure de faire un peu un historique de pourquoi c'est devenu si populaire les festivals? Le fait que tu as dit des années 2000, ça commence à popper, tu sais. Fait que moi, je suis curieux de savoir, tu sais, pourquoi c'est devenu si populaire? Est-ce qu'il y a eu une sorte de début où les festivals étaient plus démocratiques disons, dans leur conception, puis après, on est arrivé vers davantage de monopole, Ou une industrialisation. ou ça a toujours été le cas, puis que c'est juste que les configurations du monopole ont changé à travers le temps. Comment ça se situe, cette genèse-là? Ça dépend où est-ce qu'on veut partir. T'sais, on part-tu du Carnaval de Montréal des années 1880, où on part à partir des années 50, où on part à partir des années 80. C'est-à-dire on peut partir de plein de moments dans l'histoire. Montréal, il y avait le plus gros carnaval d'hiver en Amérique du Nord à Montréal dans les années 1800. C'est là où on a commencé à jouer au hockey, notamment aussi. Ils construisaient un énorme château de glace dans le Vieux-Montréal, puis ça attirait des touristes de partout. Là, et déjà là, c'est quoi un festival, en fait? Un festival, là, c'est un événement dans lequel tu attires des gens pour participer à des activités. Que ça soit culturel ou que ça soit gastronomique ou que ça soit, tu peux avoir un festival de n'importe quoi, un festival de la giblotte, festival du cochon de Sainte-Perpétue, il y en a plein, les festivals. Ils ne sont pas tous artistiques. T'sais. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est les festivals artistiques. Ensuite, c'est quoi? Mais c'est des marchands, un festival. C'est des marchands qui se servent de l'événement pour revitaliser un centre-ville, pour amener des gens pour acheter des affaires dans leur commerce. T'sais, c'est quoi un carnaval d'hiver? C'est une manière d'amener du monde pour dépenser de l'argent l'hiver quand tout le monde est enfermé chez eux. Donc, les festivals vont connaître un essor monumental à partir des années 80. C'est surtout là où, un peu dans la lignée de Woodstock, là, dans toutes ces images-là, où on va essayer d'organiser des grands spectacles en plein air. Puis comme tu le dis, c'était vraiment une communauté qui partait ça. Le festival de jazz, c'était une gang de chums qui ont installé un stage puis qui ont fait des shows. Là, et progressivement, avec l'investissement des gouvernements, avec l'arrivée des commanditaires, avec l'arrivée de plus en plus de public, des touristes, c'est devenu de plus en plus gros et de plus en plus une industrie avec des règles, des balises. La façon dont je parlais tantôt de financer à travers différentes entreprises, c'est devenu de plus en plus gros. Et un festival, dans les années 90, Montréal était vu comme étant la ville des festivals. Et tu sais, c'était l'époque où on tripait parce qu'on tripait à l'international. Parce que là, on avait Céline Dion, on avait le Cirque du Soleil, tu sais, qui était big, mais on pouvait aussi attirer du monde chez nous avec le festival de jazz, qui attirait les plus grands noms du jazz, avec le festival Juste pour rire, qui était un festival d'humour, Just for Love, tout ça, ça attirait du monde. Et donc, on était fiers de dire, « Hey, c'est trippant de venir chez nous, là. Venez triper, venez faire le party. » Je racontais tantôt l'histoire du festival de Saint-Tite. Saint-Tite. Là, je me trompe peut-être d'un chiffre, là, mais vous comprendrez la métaphore. On est dans les années 70. Saint-Tite est un petit village d'à peu près 5-6 000 personnes. En l'espace de 5 ans, il y a 23 000 personnes qui arrivent dans la ville. Ça fait un boom considérable parce qu'il y a une nouvelle entreprise qui arrive, puis bon, ça attire bien du monde. Et là, les gens de la place font « Hey, comment on fait pour intégrer 23 000 nouveaux arrivants à Saint-Tite? » Puis c'est des nouveaux arrivants, ils viennent de partout au Québec, mais bon. Puis on dit, il y en a un qui dit « Hey, moi, j'aime ça le country. » Fait qu'on fait un rodéo, on fait un festival. Et donc, la ville a décidé d'investir toute son énergie dans l'organisation d'un événement western et de donner une identité western à Saint-Tite. Le monde a embarqué et ça a créé une identité. Donc, un festival, c'est ça. Ça crée une identité. Quand tu t'en vas au festif, quand tu t'en vas, les gens sont fiers. Puis maintenant, cachons-nous-le pas, là, le réseau des microbrasseries à travers le Québec bénéficie aussi de ça. Ça met de l'avant nos artisans locaux. Donc, ça crée quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement fort, puis de pouvoir justement penser les festivals comme étant pas juste un lieu qui attire des touristes ou qui attire de l'argent, mais qui crée aussi du sens, qui crée des relations, qui crée des contacts entre les gens, avec les gens d'un peu partout, et qui met de l'avant des artistes, qui met de l'avant une culture, qui met de l'avant une autre manière de consommer, bien, c'est puissant, là. Puis, je vais être un peu anti-américain, désolé. Anti-états-unien. États-unien, oui, en effet, merci. Qu'est-ce que ça signifie, cette domination croissante-là, justement, d'un certain impérialisme culturel américain? Qu'est-ce que ça représente sur la question, justement, des enjeux de la souveraineté culturelle et territoriale?
C'est comment on pourrait définir cette souveraineté-là dans le cas québécois? Bien, je vais faire un détour par le reste du monde, parce que Live Nation ne sont pas juste au Québec, là, ils sont partout. Je disais, j'étais à Rome l'automne dernier, il y avait des gros panneaux Billboard, Live Nation. À Paris, c'est la même affaire. En Angleterre, ils contrôlent à peu près 50 de tous les festivals anglais. Là, et il y a des problèmes. Là. Tout le monde fait comme, il y a un problème à ça. Je vais prendre la question de la souveraineté à l'inverse. C'est un enjeu de diversité. C'est un enjeu de diversité culturelle. Si on n'a que cette culture-là qui domine, puis ils ont tous les outils pour dominer, là. Ils contrôlent l'algorithme, ils ont l'argent pour faire du marketing. Donc, ils ont tous les outils. C'est pas pour rien que leurs artistes sont aussi gros. C'est parce qu'ils mettent de l'énergie, ils mettent de l'argent. Donc, si on n'a que cette offre-là, et si toutes les salles tombent sous leur emprise, bien, la possibilité de voir autre chose, elle va être très, 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 très mince. Il y a comme ce rapport-là aussi de souveraineté territoriale, de prendre les endroits et de les monopoliser. Puis moi, je trouve ça que c'est fascinant. C'est au-delà même des artistes et de la culture en tant que telle, c'est s'approprier les territoires même à sa guise. Ça, c'est le dernier élément de la chaîne d'intégration que je faisais tantôt. C'est-à-dire que tu as l'artiste, tu as le spectacle, tu as la salle. Puis au bout du compte, tu as tous les produits qui vont être vendus sur place. Hein? Vous êtes allez voir un show au Centre Bell, là, la bière à 16$, puis le popcorn à 25$. Puis ça, c'est la logique de tu rentres dans mon territoire, tout l'argent que tu vas dépenser m'appartient. Quand la Ville de Montréal a créé la place des festivals, il y a eu beaucoup de problèmes avec l'apparition de plein de commerces autour. Le festival de jazz, là, il se finançait beaucoup par la vente de bière puis de hot dogs. Mais là, ils n'en vendent plus des hot dogs. Pourquoi? Parce que tu as 15 000 restaurants autour où les gens vont manger. Ça, c'est une des récriminations qui a commencé à apparaître de plus en plus. Il y a des festivals, eux autres, qui ont fait le contraire. Mural en est un exemple. Santa Teresa en est un exemple à Sainte-Thérèse. C'est qu'ils sont alliés avec les commerçants locaux. Ils ont dit, on va tous faire partie de la même gang, puis on va marcher. Le modèle d'Evenco, le modèle de Live Nation, c'est le modèle où tu rentres quelque part et tu es prisonnier de cet espace-là. Il y a un design comportemental qui est fait pour guider, parce que c'est de la gestion de foule. C'est des énormes foules, donc il faut que tu puisses les guider. Si tu as l'application d'Osheaga sur ton téléphone, ils peuvent même te tracker, savoir exactement t'es où, puis ils peuvent quasiment deviner si tu vas avoir besoin d'une bière, d'un Red Bull ou d'aller aux toilettes. Là. Il y a des appareils de gestion des festivaliers. Ils sont très, très, très poussés dans ces technologies-là. Des technologies qui sont absolument pas abordables pour les petits festivals, on s'entend. Là, disons, l'imposition de Live Nation puis ce type de multinationale-là, est-ce que tu as des exemples de mesures structurantes que tu as en tête ou de meilleures pratiques que tu as vues à l'international? Ouais. Puis j'aimerais peut-être en même temps, si tu es en mesure de le faire, commenter le projet de loi 10 du gouvernement Kakis qui, je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire. Moi, je l'ai vaguement en tête, malheureusement, parce que je veux dire merci à Vincent, un militant qui milite avec nous, qui a fait une revue de presse de l'ensemble de ce qui a été discuté sur Live Nation depuis l'enquête, puis je pense que c'était comme une 60aine d'articles. Ah ouais. Il y en a tellement là, en ce moment. Rappelle-moi, la loi 10, c'était... La loi 10, dans le fond, c'était le projet Kakis qui permet de réduire la revente, justement, puis un certain nombre, si je me souviens bien, de frais abusifs. Comme vous le savez, Ticketmaster, les frais abusifs, là, c'est des pourcentages qui sont assez élevés. Donc moi, j'étais curieux que tu me parles quand même davantage sur les mesures structurantes. Puis je faisais le lien avec le projet de loi parce que je me demande, est-ce que le projet de loi Kakis s'inscrit comme une réelle mesure structurante ou c'est juste une sorte de pansement un peu qui est assez moi, je tendrais plus délicat. de ce côté-là, oui, parce que c'est une façon d'essayer de... Bon, sur la revente des billets, ça, c'est parce qu'on applique une logique terriblement capitaliste de surenchère, d'offres et de demandes sur des billets. D'ailleurs, la culture, puis ça, je pense que c'est un des enjeux de souveraineté culturelle les plus importants, c'est l'accessibilité de la culture. C'est l'accessibilité des gens normaux, là, pas les gens qui font des salaires de 250 000 par année. C'est les gens qui veulent aller voir des shows puis qui n'ont pas les moyens de se payer des billets parce qu'ils sont trop chers, ou alors qui vont se payer juste un billet. Dans le reportage d'enquête, il y a une fan de Paul McCartney. Elle a mis plus que ce qu'elle avait comme budget annuel pour aller voir Paul McCartney à 900$ avec tous les frais abusifs qu'il y a là.
mais elle n'ira plus voir un show de l'année, là. Fait que c'est tout de l'argent qu'elle aurait pu mettre dans des shows d'artistes québécois à 35$ le billet, là, on s'entend, là. Hey, j'étais dans un cours à un moment donné, j'ai des étudiants qui chialaient parce qu'ils disaient « Ah, Gab Bouchard, 35$ le billet, c'est un peu cher. » Non, c'est pas cher. Tu sais, le monde est prêt à mettre 1500$ pour aller voir Taylor Swift à Toronto, en plus, tu sais. C'est comme, voyons. Fait que ça, là-dessus. Mesures structurantes, d'un côté, il faut trouver une solution pour soutenir les festivals, pour leur permettre de générer des revenus autonomes et d'avoir une structure qui leur permette donc d'être viable. Mais surtout, il faut soutenir les artistes. C'est par la base, c'est avec des artistes qui sont en santé, qui n'ont pas de misère à payer leur loyer, qui peuvent créer, qui sont en mesure, en fait, de faire leur vrai job d'artiste pour pouvoir arriver dans des festivals avec une offre et pour pouvoir mettre de l'avant une offre, je parle en économiste, là, mais pour mettre de l'avant une œuvre qui est originale, qui est singulière et qui fait en sorte que le Québec va avoir envie de rayonner. Je pense que, puis là, je vais parler en tant qu'indépendantiste aussi, là, tu sais, je pense que la manière d'attirer, de faire en sorte que notre culture aille bien, ben c'est de la partager, c'est de triper dessus, c'est d'aller voir les shows, c'est d'acheter des livres, mais c'est aussi d'inviter les gens à y aller. C'est de s'assurer, si tu achètes un billet, ben tu en achètes deux puis tu invites quelqu'un qui ne serait pas venu voir un show. C'est une façon, en fait, de faire en sorte qu'on l'investisse, oui, économiquement parlant, mais aussi qu'on en fasse un party. C'est où qui est écrit, il y a des pays qui naissent de la fête. C'est comme ça qu'on va réussir à ce que notre culture, en fait, elle soit porteuse, elle soit positive, elle attire des gens et que cette économie de la fête-là fonctionne et pour les artistes et pour les événements. Et puis, présentement, on a comme un paradoxe parce qu'il y a une énorme diversité, puis tu parlais de la qualité de ce qui sort ces temps-ci, depuis les 4-5 dernières années, musicalement parlant, du moins, moi, je vis un des moments les plus tripants de ma vie avec la musique qui sort au Québec présentement. Il y a une créativité, il y a le défi, puis ça pourrait faire l'objet d'une une autre discussion, c'est de réussir à se faire découvrir. C'est de réussir à arriver à aller dans une école secondaire puis parler d'artistes québécois à des kids. Et boy, ça va être longtemps avant que vous trouviez quelqu'un qui trippe. Mais si la personne qui va tripper, elle va tripper pour de vrai, là, tu sais. Elle va vraiment tripper sur son artiste, mais être seule, puis elle se sent toute seule en tabarouette dans son école secondaire à triper sur, je sais pas, le bon enfant ou, tu sais, whatever, là, tu sais. Ça devient très difficile d'être minoré quand tout le monde tripe sur les mêmes artistes américains. Ça va être un enjeu de diffuser, d'amener, d'intéresser, de faire en sorte que le party, il lève ici. Puis pour vrai, c'est beau, là, les artistes américains, mais ils viennent une fois de temps en temps, puis le party est fini après. Mais si on veut que le party continue, ben, il faut qu'on continue à le faire, tu sais. Puis je pense que c'est ça, puis c'est la meilleure façon. Puis c'est de se foutre un peu de ça, puis de faire, ben nous, c'est comme ça qu'on fait la fête ici. C'est avec ces artistes-là, puis c'est avec cette musique-là. Merci à toi. Merci, merci.